Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. À Paris, où se tient la COP21, le ministre français des Affaires étrangères présente un nouveau projet d'accord sur le changement climatique. Le ministre chinois des Affaires étrangères participe à Islamabad à la 5e réunion ministérielle du cœur de l'Asie, processus d'Istanbul sur l'Afghanistan. Les avions de combat turcs effectuent une nouvelle série de frappes aériennes contre les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. La devise chinoise, le renminbi, ouvre aujourd'hui en recul contre le dollar. Et pour terminer, la photo d'une femme allaitant son bébé dans le métro de Beijing crée la polémique en Chine. Et à la une de l'actualité, dernière ligne droite pour la COP21. À Paris, les négociations autour d'un accord pour lutter contre le changement climatique mondial sont à une phase critique. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a présenté un nouveau projet aux délégués pour que ce dernier soit utilisé comme la base d'un accord final vendredi. Une semaine et demie de discussions ont produit une version allégée mais encore floue d'un accord. Les négociateurs de 195 pays sont principalement divisés sur l'importance à donner à la réduction de la hausse des températures mondiales. Plus de 100 pays en développement soutiennent l'objectif de 1,5 degré après 2020, tandis que les plus gros pollueurs préfèrent 2 degrés, ce qui leur permettrait de brûler davantage de carburants fossiles. Et les opinions diffèrent sur la manière de payer pour cela. Malgré les divisions, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pense qu'il y a beaucoup de progrès réalisés. Il attend avec impatience l'accord final vendredi. D'abord, il est plus court. Il comporte 29 pages au lieu de 43, en incluant le projet d'accord et celui de la décision de la COP. Les analystes disent qu'une version plus courte d'un projet d'accord est un signe que les divergences diminuent. L'envoyé spécial de la Chine sur le changement climatique, Xie Zhenghua, est d'accord avec cela, mais souligne que ce n'est pas si simple. Il y a 3 problèmes au niveau ministériel qui doivent être résolus. Il y a la divergence, le capital et la force de travail. La solution à ces problèmes dépend du degré d'engagement de tous les pays. Xie ajoute que la délégation chinoise étudie le texte et qu'elle est déterminée à avoir un accord complet et équilibré qui bénéficie à tous. Nous évaluerons le projet avec les pays du basique sur la base d'une analyse et ensuite consulterons le G77 ainsi que les pays développés. Ce soir, nous aurons davantage de communication avec les principaux pays développés entre le Sud et le Nord. Nous nous efforçons de contribuer au succès de la conférence. Les négociateurs doivent arriver avec un nouveau projet d'ici jeudi après-midi et avec le temps qui passe, la pression est forte. Les négociations pour un accord sur le climat sont donc en cours. Un accord pourra être atteint d'ici vendredi. Plusieurs négociateurs affirment que la Chine joue un rôle constructif dans les étapes finales. Certains vont même jusqu'à dire qu'un plus grand crédit devrait lui être accordé et que la Chine ne devrait pas jouer le rôle de bouc émissaire. Cette dernière appelle à plus d'efforts pour parvenir à un accord final. La Chine tente de fournir un rythme politique positif aux négociations sur le changement climatique. Et dans le même temps, la Chine réforme son secteur de l'énergie pour arriver à une économie à basse intensité de carbone. Ce qui est important pour les émissions chinoises et pour les émissions mondiales. Ainsi, c'est la raison pour laquelle je crois que la Chine doit être mieux vue de la part des groupements environnementaux et énergétiques. Ils utilisent ce qu'ils ont dans leur pays pour soutenir leur développement économique. Les pays développés doivent cesser de faire de la Chine un bouc émissaire. Ils doivent accepter la pleine responsabilité de la situation dans laquelle nous sommes et parvenir à un accord. Je pense que les négociations sont un processus de réalisation de compromis. C'est donc notre espoir de voir toutes les parties concernées, à cette étape avancée des négociations, être prêtes à faire des compromis
pour parvenir à un accord final. Et autre sujet d'actualité, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a participé à la 5e réunion ministérielle du cœur de l'Asie, processus d'Istanbul à Islamabad. Il a pressé tous les pays concernés à stimuler davantage leur coopération pour les efforts de paix et de reconstruction de l'Afghanistan. Nous espérons que toutes les parties puissent participer à la reconstruction de l'Afghanistan et aider les Afghans à stimuler leur économie le plus tôt possible et améliorer le niveau de vie du peuple. Nous espérons que le gouvernement afghan maintienne les discussions de paix avec les talibans. La Chine continuera à fournir son aide. Nous espérons également que les États-Unis, partie importante, puissent jouer un rôle positif et constructif dans ce processus. Bien évidemment, toutes les parties doivent respecter la souveraineté de l'Afghanistan et les aspirations de toutes les parties concernées. La procédure de 4 ans s'axera principalement sur la paix, la sécurité et le développement économique de l'Afghanistan. Wang Yi a également demandé un soutien au processus de réconciliation nationale de l'Afghanistan et au développement de l'indépendance du pays. En marge de la réunion, le ministre chinois s'est entretenu avec le président afghan Ashraf Ghani. Wang Yi a déclaré que la Chine continuera de soutenir le processus de paix afghan. La Chine souhaite également participer à la reconstruction de l'Afghanistan. M. Ghani a remercié la Chine de son soutien et a exprimé le désir de la nation de joindre l'initiative chinoise d'une ceinture, une route. Il a également déclaré que l'Afghanistan souhaitait rejoindre la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures à une date future. Lors d'une réunion séparée, Wang Yi a discuté des relations bilatérales avec le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif. Ils se sont accordés sur la prochaine visite du président chinois Xi Jinping au Pakistan au mois d'avril prochain pour améliorer leur partenariat et clarifier l'orientation du développement. Ils ont également exprimé de fortes attentes sur le corridor économique Chine-Pakistan, projet complet de coopération. L'émissaire des Nations Unies en Syrie, Staffan de Mistura, a indiqué que la Russie, les États-Unis et les Nations Unies auront un entretien trilatéral vendredi à Genève. Il a ajouté que la rencontre aura pour but de préparer les prochaines négociations pour la paix. Le prochain round des pourparlers aura certainement lieu à New York. Il a refusé de fournir plus de détails, mais a affirmé que durant les discussions ne seront pas abordés les résultats des efforts menés pour unifier l'opposition syrienne. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et son homologue américain, John Kerry, n'assisteront pas à la réunion à Genève. Le ministère russe de la Défense a rejeté les rapports qui disent que la Russie projette d'avoir plus de bases aériennes en Syrie. Le ministère a indiqué qu'il n'avait aucun besoin urgent pour des bases aériennes russes supplémentaires sur le territoire syrien. Il a ajouté que le temps de vol maximum vers les zones reculées depuis la base aérienne de Khmeimim était de 30 à 40 minutes. La semaine dernière, des soldats russes auraient agrandi une base militaire dans le centre de la Syrie en ajoutant des fortifications et en augmentant le nombre des pistes d'aviation. Cela a conduit au rapport sur l'intention d'utiliser ce lieu comme leur deuxième base aérienne. Et les avions de combat turcs ont effectué une nouvelle série de frappes aériennes nocturnes contre les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. L'armée turque a déclaré mercredi que les frappes avaient détruit des cibles du Parti des travailleurs du Kurdistan dans plusieurs régions, incluant son principal fief sur la montagne Kandil. Ces frappes surviennent en pleine querelle sur le déploiement de troupes turques dans le nord de l'Irak. Ankara a annoncé mardi avoir stoppé le déploiement de troupes supplémentaires près de Mossoul, mais a refusé de respecter le délai de 48 heures imposé par l'Irak pour retirer les soldats déjà basés dans le nord. Après le délai passé mardi soir, le Premier ministre irakien, Haïder al-Abadi, s'est exprimé en déclarant que l'OTAN devait utiliser son autorité pour conseiller à la Turquie de retirer ses soldats. Al-Abadi a ajouté qu'il avait parlé avec le secrétaire général de l'OTAN par téléphone. Il a dénoncé le déploiement comme étant une violation de la souveraineté de l'Irak. L'envoyé des États-Unis pour la coalition mondiale lui a déclaré mercredi que la décision de la Turquie ne faisait pas partie des efforts de la coalition contre l'organisation État islamique.
Tout d'abord, cet effort turc ne fait pas partie de l'effort de la coalition avec l'Irak. Donc la Turquie est membre de la coalition, mais tous les pays, tous les membres de la coalition font également des choses qu'ils perçoivent comme dans leurs intérêts. Cela ne fait pas partie du cadre de travail de la coalition. Il est donc important que ce déploiement particulier de la Turquie n'est pas de la coalition. Le déploiement des soldats turcs devrait également dominer une visite de travail à Ankara du président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani. Il est arrivé mercredi en Turquie et doit tenir des pourparlers avec le président turc, Tayyip Erdogan, et le Premier ministre, Ahmed Davutoglu, durant sa visite de 2 jours. Le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Lai Mohammed, a déclaré que l'armée nigériane était certaine de respecter la date butoir fixée par le président Muhammadu Buhari, date butoir pour vaincre Boko Haram. Ce dernier a évoqué un report de cette date, mais son ministre s'est montré confiant. C'était l'une des promesses de campagne de Muhammadu Buhari, mettre fin aux activités de Boko Haram. Dès sa prise de fonction, il en a fait sa priorité et donné à ses généraux 3 mois pour vaincre les insurgés. La date butoir expire à la fin du mois. Le président aurait indiqué à ses chefs d'état-major qu'il serait possible de repousser cette date. Mais son ministre de l'Information, de retour des zones de conflit, semble être plus optimiste. Ce que j'ai vu samedi dernier durant mon voyage à Maïdougouri, Kondouga, Corée et Bama m'a laissé, ainsi que tous les membres de mon entourage, impressionnés par l'engagement et la loyauté de l'armée envers la paix et l'unité de notre pays. Le combat n'est pas terminé et le gouvernement avertit que les insurgés pourraient perpétrer de nouvelles attaques et qu'il faudra du temps pour les anéantir définitivement. Make no mistake about it. This is not a regular war. This is not a war where you Ce n'est pas une guerre régulière. Ce n'est pas une guerre où vous vous asseyez et vous signez un armistice. Et à compter d'aujourd'hui, il n'y a plus de fusillade, plus d'explosions. Non, c'est une guerre de guérilla. C'est un soulèvement. Ce que le gouvernement cherche à faire, ce qu'il s'est engagé à faire, c'est que d'ici la fin du mois, Boko Haram ne soit pas capable de contrôler un territoire. Et alors nous opérerons à partir de ces territoires. Alors que le ministre faisait part de sa confiance dans l'issue de la lutte contre Boko Haram, le président Buhari discutait justement de Boko Haram avec son homologue du Bénin. Le président Yahi aurait offert de déployer 800 soldats supplémentaires pour épauler les forces nigérianes. Merci de me retrouver pour la deuxième partie de cette édition. On va enchaîner avec Aujourd'hui la Chine avec notre présentateur. Bonjour Aïssa. Quelle est la une de l'actualité chinoise? Je vous propose aujourd'hui de commencer par faire le point sur la monnaie chinoise, à savoir le yuan. Le taux pivot de la monnaie chinoise, renminbi, également appelé yuan, a reculé aujourd'hui, jeudi, de 96 points de base à 6,4263 contre le dollar, selon les autorités chinoises. Le yuan est autorisé quotidiennement à monter ou baisser de 2% maximum autour du taux pivot. Le taux pivot du yuan contre le dollar est basé sur le prix moyen offert par les opérateurs avant l'ouverture du marché interbancaire chaque jour ouvré. Les prix des légumes ont augmenté en Chine au cours des derniers mois, tandis que celui du porc s'est stabilisé. Les analystes nous expliquent les variations des prix agricoles dans ce reportage. Au marché Xinfadi de Beijing, les prix des légumes ont augmenté depuis novembre et en particulier au cours du mois écoulé. Mais les vendeurs déclarent que les mauvaises conditions météo, dont la pluie, la neige, le brouillard et le smog, dans les principales zones de production de céréales du nord de la Chine, ont entraîné une réduction de la quantité de soleil disponible de près de 2/3 au cours des derniers mois. Ce changement a eu des conséquences tant sur la qualité que sur la quantité des produits de la ferme. Les prix des concombres ont augmenté à 3 reprises par rapport à leur prix de début novembre. C'est en raison du manque de soleil qui a engendré une faible production, tandis que la demande a augmenté et causé une hausse des prix. Ces conditions météo défavorables ont également affecté les transports et par conséquent les approvisionnements des marchés, mais également provoqué une hausse des prix. En contraste avec cela, les prix du porc se sont stabilisés après plusieurs mois de hausse rapide et sont revenus au niveau observé à la fin du mois de septembre.
Les analystes de l'industrie déclarent attribuer cela à des réserves suffisantes. Les prix du porc sont stables, et cela parce que nous disposons de réserves plus que suffisantes. Les analystes relèvent qu'avec l'arrivée du solstice d'hiver, l'une des périodes traditionnelles clés de la Chine, les prix du porc pourraient augmenter en raison de la tradition de fabrication de saucisses de porc. Un rapport particulièrement complet et détaillé, basé sur des données réunies par Alibaba au cours des 5 dernières années, a été publié. Il révèle les tendances de consommation en Chine ainsi que l'identité des secteurs qui se sont les plus développés. Il s'agit très certainement de l'enquête la plus détaillée sur les habitudes de consommation en Chine. Alibaba est la plus grande plateforme chinoise de vente en ligne et cette compagnie a analysé les transactions effectuées par plus de 300 millions de ses utilisateurs entre 2011 et septembre de cette année. Cette enquête fait ressortir 5 tendances de consommation en Chine, privilégiant la santé, intelligente, personnalisée, traditionnelle et jeune. La catégorie santé est principalement basée sur les tendances de consommation d'aliments sains. Dans le même temps, nous voyons une hausse de la consommation de produits de soins, d'équipements sportifs tels que des tapis de course ou des appareils de type rameur. Dans la catégorie dite intelligente, nous observons que les appareils domestiques intelligents sont en développement rapide. Les articles les plus populaires étant les robots de nettoyage. Au moins 3 familles sur 10 en ont acheté. C'est la première fois que le géant de l'e-commerce Alibaba publie des données aussi complètes pour analyser les tendances de consommation. Et d'une manière surprenante, certaines de ces découvertes ne collent pas avec notre expérience de tous les jours. Nous sommes surpris de voir l'enthousiasme des gens à faire des achats lors de Qixi, la Saint-Valentin chinoise. Cela dépasse les achats effectués lors de la Saint-Valentin occidentale. Nous pensions que les jeunes célébreraient davantage la Saint-Valentin occidentale le 14 février. Mais les données nous donnent à voir une réalité bien différente. Ceci parce que de plus en plus de jeunes en Chine ont commencé à valoriser davantage notre propre tradition. Les jeunes qui sont nés dans les années 80 et 90 forment la principale catégorie des acheteurs en ligne. La plupart des consommateurs de moins de 25 ans utilisent ainsi leur téléphone mobile pour faire leurs achats, en particulier dans les villes chinoises de 2e et 3e niveau. La Chine centrale, qui est remplie de villes de 2e et 3e niveau, est la région qui dispose du plus gros potentiel au niveau de la croissance de la consommation en Chine. Nous pensons que les petites villes dans le centre et l'ouest de la Chine vont rattraper les villes de premier niveau en raison du commerce mobile. L'enquête d'Alibaba indique également 8 secteurs à fort développement, dont les soins pour bébés et pour enfants, les sports en extérieur et les produits cosmétiques. Et pour terminer, parlons de cette polémique qui a lieu actuellement en Chine. Une photo d'une femme allaitant son nourrisson dans un métro de Beijing a créé une agitation sur l'internet chinois. Un passager a posté la photo sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter. La photo est devenue virale après avoir été retweetée par un compte d'un groupe de bénévoles déclarant que la femme ne devrait pas exposer, je cite, ses organes sexuels. Reportage. Une tempête en ligne a été déclenchée suite à la publication de cette photo. On peut lire des commentaires tels que « Laisse-moi te rappeler que tu es dans le métro de Pékin et non dans un bus de ton village ». Le mari de la femme a quant à lui une version différente de l'histoire. On revenait de l'hôpital pour enfants, on était sur la ligne 4 et le bébé a commencé à pleurer. Ma femme a pensé à allaiter notre fille. Elle vient d'être diagnostiquée avec une infection au poumon et a des difficultés pour respirer. Si elle continuait de pleurer, cela aurait été mauvais pour sa santé. La plupart des passagers à ce moment ont compris. Ils ne nous ont pas arrêtés. La plupart d'entre eux regardaient ailleurs. Mais ils ont été pris par surprise lorsqu'ils ont retrouvé une photo d'eux sur Internet. La plupart des gens soutiennent la mère, mais un petit nombre de personnes disent qu'il n'est pas approprié d'allaiter en public. Plus tard, l'utilisateur du compte qui avait retweeté la photo originale s'est excusé. Mais l'incident souligne un autre problème, celui du manque des espaces publics d'allaitement. L'UNICEF et le Centre chinois de contrôle des maladies ont créé une campagne pour créer davantage de salles d'allaitement en Chine. Pour un endroit public, ils sont obligés de fournir des chambres privées pour les nourrissons et les mères. J'aime beaucoup cette phrase. Les petits-enfants ont également le droit de profiter des ressources publiques. Les femmes représentent 46% de la main-d'œuvre en Chine. Il s'agit du taux le plus élevé du monde. Mais aujourd'hui, moins d'1% des espaces publics possèdent des salles d'allaitement.
L'espoir est que davantage de lieux d'allaitement comme celui-ci dans un bus seront disponibles à l'avenir pour que les mères puissent allaiter plus facilement. Nous pouvons allaiter quand nous le voulons ici. Nous n'avons pas à avoir honte. Et on souhaite bien sûr bonne chance à ces mamans. Voilà, c'est la fin d'Aujourd'hui la Chine. Retrouvons Raïssa pour la fin du journal. Merci beaucoup Jonathan pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur CCTV Français.